Chers amis, Shabbat Shalom. Sidra Vayechi est la dernière sidra du livre de Bereshit. Elle vient clore ce livre, mais également l'histoire de Yosef et de ses frères par une sorte de happy end. Et cette sidra commence par Vayechi Yaakov Eretz Mitzrayim. Yaakov vécut dans le pays d'Égypte, Sheva Esre Shana, 17 ans. Vayiyem Yaakov Shnei Chayav, les jours de la vie de Yaakov, ces années de vie, Sheva Shanim, Varbaim Umeat Shana. Ils étaient donc de 147 ans. Ce qui est intéressant, c'est la structure de ce début de Sidra. On nous dit en effet que cette Sidra, c'est Rashi qui le dit, est une paracha dite Stouma, fermée. Qu'est-ce que cela veut dire une paracha Stouma, une paracha fermée? D'habitude, entre deux parachiotes, donc entre deux chapitres de la Torah, le découpage des parachiotes étant extrêmement ancien, daterait de l'époque de Moïse lui-même, alors que le découpage en chapitres est beaucoup plus tardif, ça serait un découpage d'ailleurs fait par les chrétiens et repris par les juifs. Mais revenons à ce découpage en parachiotes, il y a effectivement entre les parachiotes, d'habitude, soit on passe à la ligne, soit il y a carrément un espace, une ligne blanche, où il peut y avoir également un blanc dans la même ligne, mais entre une paracha et l'autre, il y a véritablement une séparation qui est marquée. Ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire que le mot Vayechi qui commence la sidra se trouve juste après le mot précédent Vayirbu Me'od, le mot des mots de la sidra de Vaïgash, sans aucune séparation. Si on ne sait pas que là commence une sidra, il n'y a aucun moyen de le voir, aucun signe, bien sûr, il n'existe aucun signe de ponctuation dans la Torah, mais aucun signe distinctif qui montre que ces deux sidrotes sont séparés. On parle donc d'une paracha stouma, une paracha fermée. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, paracha stouma, paracha fermée, certains pourraient dire, finalement, peut-être que ces deux sidrotes appartiennent à une paracha, une seule et unique paracha qui a été divisée en deux. Cela, on ne peut pas le dire puisque le découpage des parachiotes est très ancien et qu'à la tradition montre que Vayechi est une paracha à part et qu'elle est lue à un Shabbat particulier. Jamais Vaïgash et Vayechi ne sont lus ensemble. Donc il faudrait comprendre pourquoi il y a cette anomalie de séparation dans le texte. On parle donc de paracha fermé, de paracha stour. Rashi nous apporte un élément de réponse. Le fit chez Kevan, chez Nifta Yaakov Avinu, puisque Yaakov Avinu est décédé, Nistamu et Neyem velibam chez Israël, mitzarat ashibud. Les cœurs et les yeux d'Israël se sont fermés à cause de la souffrance de l'exil. Chez Trilou les Shabedan, car ils ont commencé à les asservir, les Égyptiens, à ce moment-là, on a commencé à les asservir. Davaracher, deuxième explication de Rashi. Chez Bikesh les Galot et Taketz, Jacob a voulu dévoiler l'avenir, Levanav à ses enfants, Venistam Mimeno, et cet avenir s'est dérobé, s'est fermé à ses yeux. Essayons de comprendre le sens, le message que véhicule ici Rashi. Commençons par la fin de Rashi avec effectivement cette volonté de Yaakov de dévoiler l'avenir et le fait que l'Éternel va dérober, va fermer les sources de la sagesse et que Yaakov ne sera pas en mesure de prévenir l'avenir pour ses enfants. Il y a ici, bien sûr, un principe fondamental qui est celui de préserver la liberté, le libre arbitre des descendants de Yaakov. En effet, si Yaakov dévoile l'avenir, il fige en quelque sorte l'histoire du peuple juif, les juifs étant les descendants de Yaakov, d'Israël, et on ne peut plus alors exercer quelque liberté que ce soit dans nos actions. Or, tout le judaïsme est basé sur le principe que l'homme est l'associé, le choutaf de Dieu dans la création, et que par conséquent, l'homme, par ses actions positives, par les commandements qu'il nous a été donnés, les mitzvot, peut alors avoir une influence sur sa propre histoire. Alors, décrire l'avenir ou dévoiler l'avenir, quelque part, dérobe, enlève cette capacité de l'homme de pouvoir prédire, de pouvoir, construire son propre avenir. Alors, on a bien, effectivement, dans la paracha, les parachas précédentes, les rêves de Yosef qui annoncent un certain nombre de choses, mais même si on admet que les rêves, effectivement, donnent une orientation, une direction,
l'homme est toujours capable de modifier les choses. La preuve, le rêve des vaches grasses et des vaches maigres, qui devait annoncer les 7 années d'abondance, puis 7 années de famine, quelque part s'est accompli, mais pas en totalité. Accompli pour les 7 années d'abondance, mais démenti pour les 7 années de famine, d'abord par l'action de Yosef lui-même, qui a permis de stocker un certain nombre de tonnes de nourriture permettant de passer les années de famine. Et puis, on sait que lorsque Yaakov lui-même est arrivé, le père, Yosef a fait venir en Égypte, eh bien, les, la bénédiction est arrivée sur la terre d'Égypte et la famine s'est arrêtée par le fait que, effectivement, le Nil a repris ses crues et a permis donc d'apporter la fertilité sur la terre d'Égypte. Donc, en d'autres termes, même les rêves qui donnent une orientation, eh bien, ils ne figent pas la réalité des choses. Ici, lorsque on dit que Yaakov a voulu dévoiler l'avenir, c'est vraiment l'histoire du peuple juif qu'il a voulu signifier, peut-être pour rendre plus doux l'amertume de l'esclavage à venir, mais en aucun cas l'Éternel ne pouvait permettre un tel dévoilement. Voilà pour la deuxième explication de Rachi sur le fait que la paracha soit fermée, elle est stouma, parce que c'est fermé, a été donc obstrué les sources de la prophétie, de la sagesse pour Yaakov, afin que celui-ci ne dévoile pas l'avenir. Première explication que Rachi apporte, il dit que les cœurs et les yeux des Juifs se sont obstrués, ils n'ont voyé plus d'avenir, une sorte de désespoir, d'amertume, à cause de la douleur ou de l'oppression de l'esclavage, mais qui a commencé donc à s'abattre sur eux. En vérité, si on regarde la réalité historique de ce que également nos textes nous disent, en aucun cas l'esclavage a commencé à partir du moment où Yaakov est mort. Il faut attendre la mort de tous les fils de Yaakov, Lévi sera le dernier, pour qu'effectivement un processus d'asservissement débute avec le pharaon, qui voit dans les Hébreux un ennemi potentiel, un ennemi de l'intérieur, et qui effectivement va mettre en place, par une ruse, un stratagème, les moyens de prendre toute cette population juive en otage, en esclavage, et de les asservir. Donc on voit que finalement, l'amertume de l'esclavage n'interviendra que beaucoup plus tard, une centaine d'années plus tard, alors que Rachid nous dit, non, non, à partir de la mort de Yaakov, de cet épisode, eh bien, les, les, il y a eu le début du shiboud, c'est-à-dire de l'asservissement de l'Égypte. Pour comprendre cela, il faut aller chercher une explication rapportée par le Sfat Emet. Qui est le Sfat Emet? C'est le nom d'un ouvrage, d'un livre, cela veut dire le langage de vérité, qu'a rédigé le rabbi Yehuda Aryeh Leib Alter, troisième rabbi de la dynastie de Gour, donc qui est né en 1847, décédé en 1905, Gour Gora Karlvaria, qui est donc dans la banlieue de Varsovie, berceau des chassidim de Gour, et donc l'un des plus grands maîtres qui a écrit donc cet ouvrage, Sfat Emet, commentaire de la Torah. Il a également écrit un autre commentaire, Sfat Emet, sur le Talmud. Mais revenons à son commentaire. Que dit le Sfat Emet? Il propose la question que nous avons dit, tout le temps que l'une des fils de Yaakov, qui vont être les têtes, les chefs des tribus, les Shvatim, sont encore vivants, Lo haya shibud, il n'y avait pas d'esclavage. Et il répond, c'est vrai, le shiboud agouf, c'est-à-dire l'esclavage du corps, n'était pas encore présent. Ils n'ont pas été arrêtés, parqués dans des camps, obligés de travailler très très dur, à fouetter, harceler. Tout cela ne va apparaître que beaucoup plus tard, après la mort de Lévi, nous l'avons dit. Mais toutefois, une autre sorte de shiboud, c'est-à-dire d'asservissement, va apparaître. C'est ce qu'appelle le Sfat Emet le shiboud rouhani, l'asservissement spirituel. Et à cet asservissement spirituel a commencé à partir de la mort de Yaakov. De quoi s'agit-il? Eh bien, la vérité, le Emet, l'authenticité, ce que portait Yaakov, c'est-à-dire une vision claire, perspicace, réelle du monde qui nous entoure,
eh bien, tout cela s'est éteint avec Yaakov. De quoi s'agit-il? Il y a une sorte, effectivement, d'aveuglement des fils de Yaakov et de tous leurs descendants, et ce jusqu'à l'esclavage, par rapport à l'environnement qui les entoure. Et c'est cela, Nistemous s'est obstrué, se sont obstrués la vision, les yeux et les cœurs d'Israël. Ils ne peuvent imaginer que cette population égyptienne, au cœur de laquelle ils vivent, et qui a montré pourtant des signes de sympathie, d'empathie, eh bien que cette population égyptienne et que ses maîtres, bien sûr le pharaon, vont devenir hostiles. Il y a un lent glissement vers une hostilité absolue envers ces migrants, si on peut dire, venus de Canaan, habitant la terre de Goshen, considérés comme étrangers, n'ayant pas les mêmes coutumes que nous, et évidemment pouvant constituer un danger. Le manque de clairvoyance et de perspicacité vis-à-vis du monde qui les entoure, eh bien, cela apparaît au moment de la mort de Yaakov. Et Yaakov est encore lucide, les autres ne le sont pas. Trop bien dans leur certitude, trop bien installés dans leur certitude et dans un certain confort qu'ils ont trouvé ici en Égypte. C'est le début de la galoute, c'est-à-dire le début de l'exil. Et deuxième point qui apparaît important aussi, toujours, c'est cette manque de clairvoyance vis-à-vis du lieu, de l'endroit où doit se dérouler en majorité l'histoire du peuple juif. Lorsqu'on se sent bien en exil, lorsqu'on oublie que finalement le lieu essentiel pour le peuple d'Israël est la terre d'Israël, alors commence une sorte de chiboud, d'asservissement spirituel qui fait que le confort dans lequel on est, qui bien vite va se transformer en quelque chose de plus dur, d'esclavage, nous empêche effectivement de voir la réalité, nous empêche de voir les dangers sur le terrain et surtout nous fait oublier la réalité, le pourquoi du, de la conception, de la réalité du peuple d'Israël. Pourquoi nous existons en tant que peuple? Si c'est pour être ancré dans une galoute et avoir certains conforts, évidemment, le peuple juif ne réalise pas sa vocation. Et c'est de cela qu'on parle lorsqu'on dit que ce sont ossués les cœurs et les yeux d'Israël. D'une part, l'incapacité à percevoir l'hostilité montante qui petit à petit se développe. Non, non, jamais, on est très bien ici, jamais on nous fera cela. Même si c'est vrai que cette dynastie égyptienne va disparaître pour laisser place à une dynastie égyptienne beaucoup plus dure vis-à-vis d'Israël, c'est ça la réalité de l'histoire, mais le peuple, les Hébreux ne perçoivent pas cela. Et puis deuxième point, ils pensent qu'en Galoute, qu'en Égypte, ils sont chez eux à la maison. Et là aussi, c'est un manque de clairvoyance, de perspicacité par rapport à ce que doit être l'identité d'Israël et le destin du peuple juif. Et effectivement, si la sidra de Vaïri se termine dans la joie et que les patriarches finalement réalisent son vœu de réunir toute sa famille unie et dans cette magnifique province de Goshen qui leur est attribuée par Pharaon, très vite après la sidra de Vaïri, lorsque le livre de Bereshit se termine, commence celui de Shemot où évidemment la main de fer qui écrase les Juifs du Pharaon et prototype, si on peut dire, de l'antisémite de l'époque, eh bien, s'abat sur le peuple juif. Les peuples juifs n'ont pas été, les Hébreux n'ont pas été assez perspicaces. Et c'est pourquoi on nous l'annonce déjà avant même que la sidra ne commence, par le fait, par cette anomalie, que cette sidra est fermée, dite Stouma. Espérons que effectivement la leçon de l'histoire sera retenue et que nous, qui sommes ici en Galoute, eh bien, nous aurons aussi la capacité d'ouvrir les yeux et de voir la réalité en face. Shabbat shalom à tous.